Lamine Gueye, premier juriste noir francophone, avocat inflexible, stratège politique redouté et artisan majeur du combat pour l'égalité entre colonisés et citoyens français. Figure trop peu connue du grand public, il a pourtant changé le destin de millions d'Africains à coups de discours enflammés, de lois historiques et de batailles parlementaires acharnées. Son nom reste gravé dans l'histoire à travers la loi Lamine Gueye de 1946. Dans cette vidéo, on plonge dans la vie d'un homme de conviction, de courage et parfois de solitude, mais dont le nom reste aujourd'hui trop discret dans les mémoires collectives. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir la vraie légende derrière ce nom, Amadou Lamine Gueye. Dans les méandres d'une Afrique encore profondément marquée par la domination coloniale, certains noms commencent à s'élever comme des promesses de changement. Parmi eux, celui de Lamine Gueye, figure charismatique et pionnier du panafricanisme juridique, s'ancre dès les premières années de sa vie dans une trajectoire singulière, portée par l'héritage, la connaissance et la conviction. C'est le 20 septembre 1891, dans la ville de Médine, en plein cœur du Soudan français, aujourd'hui dans l'actuel Mali, qu'Amadou Lamine Gueye voit le jour. Il est le fils de Birahim Gueye, un commerçant sénégalais établi dans la région, et de Koura Gueye Bakrouali, issu d'une lignée sénégalaise profondément enracinée dans la ville de Saint-Louis du Sénégal. C'est cette origine saint-louisienne, plus que sa naissance au Mali, qui définit son identité culturelle et politique. Saint-Louis n'est pas seulement sa terre d'ancrage familial, c'est le berceau de son engagement futur. La ville est alors un centre intellectuel et politique crucial de l'Afrique occidentale française, un carrefour entre tradition africaine et modernité coloniale. Dans cette époque troublée, le jeune Lamine grandit à la croisée de deux mondes, l'Afrique noire, avec ses traditions, sa foi, ses valeurs profondes, et la France coloniale, avec ses structures administratives, éducatives et sa prétention universaliste. Très tôt, il montre un intérêt vif pour la connaissance, une soif d'apprendre nourrie à la fois par son environnement familial et les influences spirituelles qui l'entourent. Avant de fréquenter les bancs de l'école française, Lamine Gueye reçoit une formation religieuse traditionnelle de grande valeur. Il est initié aux cours coraniques par nul autre que El Hadj Malik Sy, l'un des plus grands érudits musulmans de l'Afrique de l'Ouest. Cette formation auprès d'un guide religieux aussi prestigieux marque profondément le jeune garçon. Il y apprend le sens du devoir, la rigueur intellectuelle et le poids des responsabilités morales. Ces leçons, puisées dans le Coran et les enseignements soufis, façonneront sa conception de la justice et du leadership. À l'âge de 12 ans, en 1903, Lamine entre dans le système scolaire colonial. Très rapidement, il s'impose comme un élève brillant et studieux. En 1906, il obtient le certificat d'études primaires, puis décroche le brevet élémentaire en 1907 à l'école Faidherbe, établissement prestigieux à Saint-Louis, connu pour former les élites africaines appelées à occuper des fonctions administratives subalternes dans l'empire colonial. À cette époque, peu d'Africains accèdent à des niveaux d'enseignement avancés. Le jeune Lamine, malgré les barrières raciales et les limites imposées par la colonisation, poursuit sa voie avec détermination. Il devient instituteur stagiaire à l'école Duval, un poste qui lui permet de comprendre les mécanismes de l'enseignement et le pouvoir des idées. Mais son ambition dépasse déjà les murs de l'école primaire. Toujours avide de savoir, Lamine Gueye poursuit des études de mathématiques. Dans un contexte où l'accès à l'éducation scientifique était réservé à une élite restreinte, il réussit à obtenir une licence de mathématiques, ce qui lui permet d'intégrer le corps enseignant de l'école normale William Ponty à Gorée. Cette institution, fondée par les autorités coloniales pour former les cadres indigènes, joue un rôle crucial dans l'émergence d'une conscience politique panafricaine. Pendant 10 années, Lamine Gueye enseigne les mathématiques à William Ponty. Sa pédagogie rigoureuse, son intégrité et son charisme en font un professeur respecté, apprécié de ses élèves. Parmi ces derniers, certains deviendront eux aussi des figures historiques majeures du continent africain, Félix Houphouët-Boigny, futur président de la Côte d'Ivoire, ou encore Jean-Félix Tshisekedi, leader politique du Congo. Enseignant, mentor et modèle, Gueye incarne déjà ce que deviendra son combat, l'éveil des consciences africaines, l'émancipation par le savoir. Mais une autre vocation s'impose à lui, celle du droit. Alors que la Première Guerre mondiale bouleverse l'équilibre mondial, Lamine Gueye décide de se rendre en France pour poursuivre des études de droit. Cette décision n'est pas anodine. Le droit, dans l'univers colonial, est un outil de domination. Mais pour Gueye, il doit devenir un instrument de libération. C'est en comprenant les règles du système colonial qu'il espère mieux le défier.
Il s'inscrit à l'université et se distingue rapidement par son intelligence et son engagement. En 1919, il devient docteur en droit, une première pour un Africain noir dans l'Empire français. Il obtient également 2 DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, l'un en droit privé, l'autre en droit romain en 1933. Ce dernier domaine, symbole du socle juridique de la civilisation occidentale, est pour lui une clé de compréhension de l'ordre colonial. Lamine Gueye devient alors une exception dans l'Empire, à la fois africain, musulman, enseignant, et désormais juriste de haut niveau. Son savoir, sa rigueur et sa maîtrise du droit français font de lui une figure incontournable, redoutée des autorités coloniales. Il ne s'agit plus seulement de briller intellectuellement, mais de s'armer pour la lutte à venir. En 1921, lorsque Lamine Gueye rentre au Sénégal, le pays colonial s'apprête à vivre une transformation majeure. Lui, de son côté, revient auréolé de diplômes rares pour un Africain de l'époque, docteur en droit, titulaire de 2 DESS, l'un en droit privé obtenu en 1919, l'autre en droit romain obtenu en 1933. Ce brillant parcours, entamé pendant la Première Guerre mondiale, fait de lui le tout premier juriste noir de l'Afrique française. Fort de cette distinction, il retourne à Saint-Louis, sa ville d'origine, et s'y inscrit comme avocat auprès des tribunaux et cours d'appel de l'Afrique occidentale française, AOF. L'année suivante, en 1925, il devient maire de Saint-Louis, sa ville d'origine. Cette victoire locale consacre ses premiers pas en politique, mais ne le met pas à l'abri des difficultés. En 1928, il tente de conquérir un siège à l'Assemblée nationale française, mais il est battu par Blaise Diagne, figure politique majeure de l'époque, premier député africain à siéger à l'Assemblée nationale en 1914. En 1929, Lamine Gueye essuie un autre revers en perdant les élections municipales. Ses échecs électoraux successifs l'amènent à faire une pause dans sa carrière politique. Déçu mais pas vaincu, il accepte en 1931 un poste de magistrat à l'île de la Réunion, fonction qu'il occupera avec rigueur pendant plusieurs années. Il y apporte son expertise juridique, mais surtout il continue à cultiver sa vision politique, convaincu que son heure viendra. Pendant cette période, il ne renonce pas à ses engagements. Son éloignement du Sénégal est temporaire, et les événements vont rapidement l'obliger à revenir sur le devant de la scène. En 1934, Blaise Diagne décède. Ce décès bouleverse le paysage politique sénégalais. C'est alors qu'un groupe de jeunes étudiants sénégalais adresse une lettre à Lamine Gueye pour l'inciter à revenir au pays et reprendre le flambeau politique laissé vacant. Ce soutien de la jeunesse instruite est révélateur du respect dont il jouit déjà dans les milieux intellectuels. Lamine Gueye revient au Sénégal et se présente de nouveau aux élections législatives. Mais cette tentative échoue encore, cette fois face à Galandou Diouf. Néanmoins, cette défaite est moins un échec qu'un prélude à une réorganisation plus profonde de sa stratégie politique. En 1935, Lamine Gueye fonde le Parti socialiste sénégalais, PSS. Ce parti est considéré comme le premier parti politique moderne d'Afrique francophone. L'objectif de Lamine Gueye est clair, créer une formation capable de mobiliser la nouvelle élite africaine, éduquée, politisée et soucieuse de défendre les droits des colonisés. Le premier congrès du PSS a lieu au célèbre Cinéma Rex, situé sur la place de l'Indépendance à Dakar. Cet événement marque un tournant. Il montre qu'une génération de leaders africains, dont Lamine Gueye est l'une des figures de proue, est désormais prête à revendiquer un rôle actif dans la gouvernance de leur territoire. Parallèlement, Lamine Gueye reprend aussi son activité d'avocat. De retour au barreau, il se distingue par son engagement auprès des plus faibles et des opprimés. Il défend Galandou Diouf dans un procès contre Gaston Saucé, ainsi que Amadou Duguay-Clédor, maire de Saint-Louis, dans une affaire contre la Compagnie française de l'Afrique occidentale, CFAO. En 1937, il est nommé conseiller à la Cour d'appel de la Martinique, après avoir exercé pendant 6 ans comme président de chambre correctionnelle. Cette nomination récompense sa compétence et son intégrité dans le domaine judiciaire. Toutefois, en 1940, dans un contexte marqué par la guerre et l'instabilité, il quitte la magistrature pour revenir définitivement à la politique et à la profession d'avocat au Sénégal. Son retour dans la profession juridique est marqué par une série de procès emblématiques. Il devient un défenseur redouté face aux grandes compagnies coloniales et aux abus de pouvoir. Il défend les municipalités de Dakar et de Saint-Louis,
injustement poursuivi par des compagnies françaises comme la CFAO. Mais c'est surtout en mars 1945, lors du procès des tirailleurs accusés dans le massacre de Tiaroy, que Lamine Gueye s'illustre. Ce massacre, au cours duquel l'armée française a tué des dizaines de tirailleurs sénégalais qui réclamaient leur solde, symbolise la brutalité du système colonial. Lamine Gueye obtient l'acquittement des accusés, renforçant son image d'avocat des opprimés et de défenseur de la dignité africaine. À partir de 1945, la trajectoire de Lamine Gueye prend une nouvelle ampleur. Devenu l'une des figures politiques les plus influentes d'Afrique occidentale française, il incarne désormais les luttes pour l'égalité des droits, la représentation parlementaire des colonisés et la fin des discriminations raciales au sein de l'Empire français. C'est aussi dans cette période que Lamine Gueye se marie avec une institutrice. De leur union naîtront 3 enfants. Cette partie plus intime de sa vie est rarement évoquée, mais il mérite d'être souligné. Dans l'univers rigide et souvent solitaire des pionniers africains, son foyer lui offre stabilité et enracinement. Lamine Gueye, souvent sur les routes et dans les combats politiques, trouve dans sa famille une force discrète mais essentielle à sa persévérance. À la faveur de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la promesse d'un monde plus juste, Lamine Gueye revient en force sur la scène politique. Il remporte les élections municipales à Dakar, devenant maire de la ville, aux côtés de Léopold Sédar Senghor, son colistier. Une alliance entre les deux hommes, parfois conflictuelle, marquera l'histoire politique du Sénégal des décennies suivantes. Cette même année 1945, se tiennent les élections à la première Assemblée constituante française, chargée de rédiger une nouvelle constitution après la libération. Lamine Gueye se présente sous l'étiquette de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, le Parti socialiste français. Il est élu député du Sénégal, représentant les célèbres 4 communes, Saint-Louis, Dakar, Gorée, Rufisque, seul territoire où les Africains pouvaient, à certaines conditions, bénéficier de la citoyenneté française. Le 7 mai 1946, Lamine Gueye fait voter une loi historique, la loi Lamine Gueye, qui accorde la citoyenneté française à tous les ressortissants de l'empire colonial. C'est un moment décisif. Jusque-là, la majorité des sujets coloniaux n'avaient aucun droit civique, aucune reconnaissance légale comparable à celle des citoyens français. Grâce à cette loi, les indigènes deviennent citoyens sans avoir à renoncer à leur statut personnel, musulman ou coutumier. Pour la première fois, la France accorde en théorie l'égalité juridique à ses colonies, même si cette égalité reste encore largement théorique. Les décrets d'application tardent, et les discriminations économiques, politiques et sociales persistent. Député actif et combatif, Lamine Gueye intervient régulièrement à l'Assemblée nationale pour défendre les droits des colonisés. Il dénonce les injustices du système colonial, les inégalités économiques, les traitements infligés aux anciens combattants africains, et plaide pour une plus grande autonomie des territoires d'outre-mer. Son engagement constant en faveur des peuples colonisés fait de lui un interlocuteur respecté, mais aussi craint, par une partie de l'administration coloniale. Il milite en faveur de la création de structures de représentation locale et régionale, préparant ainsi la transition vers l'autonomie politique. Cependant, les alliances politiques de Lamine Gueye évoluent. En parallèle, réélu à plusieurs reprises, il reste maire de Dakar pendant 16 années consécutives. Durant son mandat, il modernise la ville, améliore les infrastructures urbaines et défend les intérêts des populations africaines face aux grandes entreprises coloniales. Il poursuit également son engagement parlementaire en étant réélu député de l'AOF en 1946, 1951 et 1956. Dans tous ses mandats, il met l'accent sur la justice sociale, l'instruction, les droits civiques et l'émancipation économique des peuples africains. Du 16 décembre 1946 au 22 janvier 1947, Lamine Gueye devient sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement dirigé par Léon Blum. C'est une première historique pour un homme politique africain. Même si ce poste est de courte durée, il symbolise la reconnaissance de ses compétences au plus haut niveau de l'État français. Il y milite pour la mise en œuvre des principes de la loi de 1946, pour une meilleure représentation des territoires d'outre-mer, et pour l'égalité de traitement entre tous les citoyens. En 1947, un nouveau front s'ouvre pour Lamine Gueye. Cette fois, ce n'est plus en Afrique de l'Ouest mais à l'autre bout de l'Empire, à Madagascar, où éclate une insurrection contre la domination française. La répression est brutale, des dizaines de milliers de Malgaches sont massacrés,
et des centaines d'autres sont arrêtés. Fidèle à son éthique d'avocat des causes perdues, Lamine Gueye assure la défense de plusieurs inculpés malgaches, accusés de participation à l'insurrection. Une fois de plus, il démontre son engagement indéfectible pour la justice, peu importe le territoire ou l'origine des victimes. Jusqu'à la fin des années 1950, Lamine Gueye continue de jouer un rôle fondamental dans les discussions politiques autour de l'avenir de l'Afrique française. Il participe activement au débat sur la réforme de l'Union française et sur l'autonomie des territoires. Il soutient les propositions qui visent à une fédération africaine au sein de la France, une position qui diffère de celle des indépendantistes radicaux, mais qui traduit sa volonté d'évolution progressive. Lamine Gueye incarne ainsi une voie réformiste, attachée à la légalité républicaine, à la justice sociale et au respect des institutions. L'après-guerre aurait pu être l'apogée pour Lamine Gueye. Il avait été maire de Dakar, député influent, homme de loi reconnu, et figure de la lutte pour l'égalité des droits entre métropolitains et colonisés. Mais les lendemains de victoire ne sont jamais exempts de remous. Dès 1948, une rupture politique majeure va profondément modifier le paysage sénégalais, la séparation entre Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor. Senghor, jusque-là allié fidèle au sein de la SFIO, décide de fonder un nouveau parti, le Bloc démocratique sénégalais, BDS. Ce schisme traduit deux visions différentes de la stratégie politique. Gueye reste centré sur l'électorat urbain, celui des 4 communes, qu'il connaît et maîtrise. Senghor, lui, se tourne vers les campagnes, avec une volonté claire de créer une base populaire plus vaste et enracinée. Cette orientation permet à Senghor de bâtir un mouvement à la fois plus large, plus rural, et finalement plus puissant. En 1951, le nouveau rapport de force se confirme. Lamine Gueye, figure tutélaire de la SFIO au Sénégal, est battu aux élections législatives par Abbas Gueye, candidat soutenu par les Senghoristes. C'est une humiliation pour le patriarche. Fragilisé politiquement et touché physiquement, il se retire temporairement de la scène sénégalaise et part en France pour raisons de santé. Mais même dans ce moment de recul, son aura demeure. Le gouvernement français le nomme délégué à la représentation politique auprès des Nations Unies, preuve de sa stature diplomatique et de son expertise. Mais Lamine Gueye n'est pas homme à se contenter d'un rôle d'observateur. En 1957, alors que le vent du changement souffle plus fort que jamais sur l'Afrique, il revient au Sénégal, déterminé à jouer un rôle dans la transition historique qui s'annonce. Il fonde le mouvement socialiste africain, MAS, et en devient le dirigeant. Il prend également la tête de la section sénégalaise, le Parti sénégalais d'action socialiste, PSA. Cette nouvelle force politique entend proposer une voie socialiste proprement africaine, ancrée dans l'héritage de justice sociale qu'il a toujours défendu. L'année 1958 marque un tournant décisif. Alors que la décolonisation s'accélère, deux visions s'opposent au sein de l'AOF, certains leaders africains plaident pour une autonomie des territoires, d'autres, dont Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, rêvent d'une fédération plus large. Les deux anciens rivaux se réconcilient pour une cause plus grande. Ensemble, ils œuvrent à la création de la Fédération du Mali, unissant le Sénégal et le Soudan français, futur Mali. C'est dans ce contexte qu'a lieu la fusion du MAS de Gueye avec le BDS de Senghor, donnant naissance à un nouveau parti dominant, l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Lamine Gueye devient directeur politique de l'UPS, et siège à l'Assemblée constituante du Sénégal. Il contribue activement à l'élaboration des institutions du futur État sénégalais indépendant. Lorsque l'indépendance est proclamée en 1960, son parcours exceptionnel trouve une nouvelle consécration, il est élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Mais les heures glorieuses de l'indépendance ne sont pas exemptes de tensions. En décembre 1962, une crise politique majeure éclate entre Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, président du Conseil, son ancien compagnon de route. Lamine Gueye joue ici un rôle déterminant. Fidèle à Senghor, il accueille chez lui les députés partisans du président. C'est dans son salon que ces derniers décident de destituer Mamadou Dia, en votant une motion de censure. Lamine Gueye devient ainsi l'un des artisans clés du basculement du régime parlementaire vers un régime présidentiel fort, consolidant le pouvoir de Senghor. Malgré son grand âge, il ne cesse d'être actif. Au sein de l'UPS, il continue de peser sur les orientations politiques du pays.
Il reste une figure morale, respectée, écoutée, et consultée par les plus jeunes générations. Mais sa vie personnelle, souvent occultée par son engagement public, connaît un drame terrible. En 1963, son fils unique, Iba Gueye, décède. C'est une perte immense, une douleur intime qu'il portera jusqu'à la fin de sa vie. Le 10 juin 1968, Lamine Gueye meurt à Dakar, après une vie de combat, de dévouement et d'honneur. Il est inhumé aux côtés de son fils, dans une tombe sobre, mais chargée de symboles. La nation entière rend hommage à celui qui fut un des plus ardents défenseurs de l'égalité entre les peuples, un bâtisseur d'institutions, un pionnier du socialisme africain. Lamine Gueye a traversé l'histoire du XXe siècle en y laissant une empreinte profonde. De la lutte pour les droits civiques des originaires à l'invention du socialisme africain, de la présidence de l'Assemblée nationale au débat sur l'avenir de l'Afrique, il fut à chaque étape un acteur majeur, un penseur lucide, et un homme de principe. Son héritage, s'il a parfois été éclipsé par celui de ses successeurs comme Senghor, reste fondamental pour comprendre la jeunesse de la République sénégalaise et la trajectoire politique de toute l'Afrique francophone post-coloniale. Lamine Gueye, pionnier du droit des Noirs ou géant oublié de l'histoire? Pour beaucoup, il reste le premier à avoir fait entrer la voix de l'Afrique noire dans l'arène législative française. Avocat redoutable, orateur charismatique, bâtisseur politique, il a posé les fondations de la citoyenneté africaine dans l'empire colonial, à une époque où même l'égalité devant la loi semblait une utopie. Et pourtant, malgré ses combats acharnés, sa mémoire reste parfois dans l'ombre d'autres figures plus médiatisées. Le Sénégal indépendant ne l'a pas oublié, à Dakar, une grande avenue et un lycée prestigieux portent son nom. L'avenue du président Lamine Gueye, artère centrale de la capitale, fait battre le cœur du plateau. Le lycée Lamine Gueye, ancien Van Vollenhoven, continue de former les futurs vélites du pays dans l'esprit des valeurs qu'il a incarnées. Et vous, que retenez-vous de Lamine Gueye après avoir découvert son parcours? Fut-il simplement un homme de loi ou le précurseur d'un nouvel ordre africain? Son combat pour l'égalité, la dignité et la justice résonne-t-il encore aujourd'hui dans les luttes contemporaines de notre continent? Vos avis nous intéressent. Partagez vos réflexions en commentaire, débattons ensemble. Si cette histoire vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, de partager autour de vous, et surtout de vous abonner à Légendes et Vérités, la chaîne qui vous plonge dans les grandes pages souvent effacées de notre histoire. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Explorez les vies de bien d'autres figures de courage et d'intelligence disponibles sur la chaîne qui ont défié l'ordre établi. Leurs histoires ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des phares pour notre avenir. Merci d'avoir regardé, merci de faire vivre la mémoire de ceux qui ont osé rêver plus grand pour l'Afrique. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des légendes africaines, et des vérités trop longtemps étouffées.